débat politique, c'est votre émission de débat sur l'actualité sociopolitique du Gabon. Un nouveau plateau. Vous êtes évidemment les bienvenus et merci pour la confiance que vous accordez continuellement à la télévision du futur. Un nouveau thème pour le débat d'aujourd'hui. Avant de vous présenter nos différents invités, il s'agit de la déclaration de candidature du chef de l'exécutif, une déclaration qui s'est faite dans la province de l'Ogooué-Maritime il y a quelques jours, mais une déclaration de candidature qui fait couler encre et salive. Vous allez comprendre pourquoi, mais d'abord, ceux qui sont chargés d'en parler avec nous aujourd'hui, ils sont bien sur ce plateau. Nous allons commencer par M. Ange Kevin Zigou, qui est juriste. Avec lui, nous allons évoquer les questions juridiques liées, par exemple, à l'acte de naissance querellé depuis 2009. Vous allez comprendre les raisons. Et, comme à l'accoutumée, le docteur Jonathan Toutoumgom, géopolitologue, enseignant et par ailleurs membre de la société civile gabonaise. À ma droite, justement, Pascal Nkoulou, que l'on ne présente plus, membre de la majorité émergente, président du Bloc démocratique populaire. Vous le savez, comme je l'annonçais, une déclaration de candidature à polémique, à ce qu'il semble, au regard des réactions nombreuses. Vous comprendrez également qu'on ne peut pas parler de cette déclaration de candidature sans toutefois revenir en arrière, à savoir depuis 2009, avec les tracasseries par rapport à l'état civil du chef de l'exécutif qui aujourd'hui se porte à nouveau candidat pour sa propre succession. Comprendre ce qui le motive, comprendre ce qui, évidemment, pourrait, ce que cette situation pourrait entraîner. Mais avant toute chose, nous allons écouter un leader politique par qui le malheur est arrivé en 2009. Luc Bongonsi, c'est lui le président du mouvement de redressement national. Ali ne se comporte pas, il-même en est conscient, en élu démocratique. Il se comporte en occupant, en usurpateur. Il faut que nous en soyons convaincus. Bon, si nous pouvons revenir aux modalités, je pense qu'il n'est pas trop tard pour le peuple gabonais de faire comprendre à Ali Bongo qu'il n'a pas d'acte de naissance. Et en continuant un tel comportement, c'est une manière d'humilier le peuple gabonais. Depuis qu'Ali a pris le pouvoir, est-ce qu'il a tenu compte de la vie du PDG dans certaines circonstances? Depuis qu'Ali a pris le pouvoir, est-ce qu'il a pris compte même des soucis de son propre gouvernement? À partir du moment où, devenu président de la République, et comment? Parce qu'il faut bien que les choses soient claires. Ali est devenu président de la République en faisant un coup d'État électoral. J'ai dit à Mme Moratou et aux membres de la Cour en 2009, je leur ai dit, Dieu vous regarde. Et je continue à leur dire que Dieu vous regarde. Parce que tous les dégâts, tout ce que Ali Bongo peut faire, fait dans ce pays, retombe également sur leur tête. Parce qu'ils ont encouragé un mensonge. Ils ont encouragé la violation d'une constitution qu'ils sont censés défendre. Je les interpelle encore une fois aujourd'hui. Au niveau des forces de sécurité, on désarme les Gabonais qui sont des militaires. On les désarme. Et ça, cette information me vient de France. Et vous dites à ce moment-là que cet homme travaille dans l'intérêt supérieur de notre nation. Au cas où cette information était fondée. Tout le monde, au Gabon comme ailleurs, se dit que Ali veut utiliser la force et s'imposer au peuple gabonais. Messieurs, nous venons d'écouter Luc Bongonsi, c'est le président du mouvement de redressement national. L'homme par qui le malheur lié à l'acte de naissance est arrivé. Le problème part de 2009. Évidemment avec cet acte de naissance présenté à l'élection anticipée du 30 août 2009, l'acte de naissance établi, bien entendu, au 3e arrondissement de Libreville. Premier commentaire, à partir de cette réaction du président du Montréal. Ange Kevin. Commentaire par rapport au fait que le président ait un acte de naissance litigieux.
pas grand-chose à dire sur ce point-là parce que aujourd'hui, la question n'est plus de savoir est-ce qu'il a un acte de naissance litigieux ou pas. La question est de savoir est-ce que les procédures engagées ou les procédures qui vont être engagées sont sur la bonne voie ou vont aboutir à une solution qui sera profitable pour les Gabonais. Il me semble que un ensemble de procédures, qu'il s'agisse de Nantes ou de Libreville, l'ensemble des procédures engagées rendent aujourd'hui, même avant leur aboutissement, impossible la recevabilité de l'acte de la candidature d'Ali Bongo aux prochaines élections présidentielles. Voilà. Docteur Jonathan? Bien, je pense que nous avons longtemps épilogué sur cette question d'acte de naissance du président Ali Bongo Ondimba depuis plusieurs années déjà. Et je pense qu'au regard de l'accélération des événements, notamment avec le rétropédalage du parquet de Nantes, je pense qu'il faut avoir une lecture juridique et une lecture géopolitique sur cette question. La lecture juridique, c'est que ici, ce n'est plus le droit qui a prévalu, c'est beaucoup plus les relations France-Afrique. Et de ce point de vue, nous avons l'impression que la France-Afrique a encore besoin d'Ali Bongo. Ils ont encore besoin de cet acteur dans un pays qui est aussi stratégique pour la France que pour d'autres intérêts. Et donc, du coup, il fallait donc se poser une question dès le départ. Soit juridiquement, la France, à travers son ministère des Affaires étrangères et son ministère de la Justice, par le parquet de Nantes, malgré l'indépendance de la justice, juge recevable toutes les récriminations qui ont été portées auprès de cette administration. En ce moment, on était sur le terrain du droit. Mais je pense que cette question quitte le terrain du droit pour atterrir sur le terrain géopolitique entre la France et ses colonies, ses ex-colonies africaines, et notamment le Gabon. Et du coup, je dois regretter l'attitude du gouvernement français qui ne joue pas franc jeu, et cette attitude tend à poser les Gabonais les uns envers les autres. Pourquoi? Parce que la première fois, la diaspora gabonaise adresse une correspondance à Nantes qui répond qu'il n'y a pas d'acte de naissance de M. Ali Bongo au central d'état civil de Nantes. Et puis la deuxième fois, ça a été par l'entremise de M. Mengara et une autre partie de la diaspora qui obtiennent une copie, un extrait de copie d'acte de naissance. Et puis une autre fois, c'est M. Moukani Ouangou, M. Maganga Moussavou qui écrivent à Mme Hélène Legal, qui est le conseiller du président Hollande, et qui finalement s'appuie sur l'extrait délivré antérieurement par le central état civil de Nantes. Et puis, la quatrième fois, c'est Mme Najda Bongo, bien qu'étant une affaire familiale, qui obtient des informations, un acte de naissance, et à partir des incohérences qu'il y a eu entre les actes de naissance publiés antérieurement, donc le fameux extrait sorti dans le journal Le Monde, dont l'acte délivré à M. Mengara et compagnie, et donc la confirmation faite à M. Maganga Moussavou et à M. Moukani Ouangou, et puis finalement, la famille Najda Bongo qui refait la plainte, et dans une première réponse, le procureur qui estime que les faux ont été établis à partir du Gabon. Et puis dans la dernière correspondance, les faux, si tant est que ces faux ont été établis. Alors vous voyez, un État comme la France, une puissance comme la France, qui depuis longtemps est, je pense, habitué à ce genre d'affaires, ne peut pas se comporter comme ça. Ce n'est pas le comportement digne d'un État lorsqu'on sait ce que cela peut provoquer à l'intérieur d'un pays comme le Gabon. Mais ceci dit en passant, moi je pense qu'il n'y a plus de souci à se faire à Ali Bongo. C'est confirmé par le central d'état civil de Nantes, détient depuis 1960 un acte de naissance dont les copies ont été remises à tous ceux qui voulaient les avoir. Cela signifie que malgré les incohérences qu'on a pu trouver, malgré tout ce qu'on a pu dire et tout ce qu'on a pu attendre de la juridiction française, eh bien Ali Bongo est bel et bien gabonais, personne n'en a jamais douté que c'est vraiment le fils d'Omar Bongo. Mais la seule question qui reste,
c'est que M. Ali Bongo a reconnu sur les antennes de Radio France Internationale tous les documents présentés étaient faux. que tous les documents présentés en 2009 sont des faux. Voilà. Donc, la question est laquelle? La question est celle de savoir quels sont les documents, notamment quel est l'acte de naissance qu'Ali Bongo va présenter cette fois-ci dans son dossier. S'il présente l'acte querellé depuis 2009, frauduleusement établi par M. Akasaga, puisque n'ayant pas compétence à le faire, eh bien, cet acte de naissance-là tombe sous le coup, je parle sur le contrôle des joueurs, tombe donc sous le coup du parjure, parce que c'est un faux. Mais maintenant, s'il présente cette fois des nouveaux documents qui soient tout à fait différents du premier acte de naissance, il y aura usage de faux. Cela n'efface pas de faux et usage de faux. Donc la question est de savoir quelle sera l'attitude de la Cour constitutionnelle, l'attitude de la CENAP à ce moment-là. Moi, pour ce qui me concerne et de mon point de vue, je pense qu'il n'y a plus de soucis à se faire quant à la filiation d'Ali Bongo, quant à l'acte de naissance qui se trouverait à Nantes. Nantes, la République française confirme bel et bien qu'il y a un acte de naissance qui est établi et qui est détenu par le central d'état civil de Nantes. La question est réglée, mais la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'acte déposé en 2009, dont Ali Bongo lui-même a reconnu publiquement que c'était un faux. Voilà. Et un chef d'État qui commet un faux, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il y a d'autres documents qui viennent contredire ceux déjà déposés? Ce n'est que là la simple question, et c'est là que le peuple gabonais attend la CENAP et la Cour constitutionnelle. Voilà, justement, avant de donner la parole à Pascal Nkoulou, la CENAP, rappelons-le, son président, le René Abogoela, affirmait sur les antennes de RFI au cours d'une émission dans les studios de RFI qu'effectivement tous les dossiers de candidature vont être examinés. Je reprends là ses propos. Monsieur Pascal Nkoulou, comment réagissez-vous à cette situation? On a écouté Luc Dangonfri et il y a cette situation liée à l'acte querellé, l'acte de naissance querellé de 2009. Oui, il faut à toute chose s'en tenir aux éléments de droit. Je crois que ce débat autour de l'acte de naissance de M. Ali Bongo Nimba se joue à deux niveaux. Il y a des questions liées aux droits successoraux par rapport à la famille Bongo. C'est un fait. Il y a ensuite le constat soulevé par un citoyen qui était candidat à l'élection présidentielle de 2009 qui contestait un acte de naissance légalisé ou transcrit par le maire du 3e arrondissement. Je crois que lorsqu'on veut s'en tenir de manière simple aux questions qui sont posées, qui sont des questions importantes pour la vie de la nation, qui sont des questions importantes pour la crédibilité de celui qui présente ces documents, mais également, il faut ne pas non plus s'écarter du contexte, parce qu'il y a une exploitation politique autour de ces questions qui pouvait en être autrement. Justement, je dis, il ne faut pas non plus perdre de vue cette exploitation politique qui fait en sorte qu'on s'éloigne toujours de la question principale. Or, sur le plan du droit, je parle là, heureusement que nous avons sur ce plateau un juriste, voilà. Il y a le fait de la chose jugée. Donc je crois que les éléments de 2009, on va certainement encore en reparler, mais il y a eu, je crois, un rendu de la Cour constitutionnelle. Donc cette question, normalement, ne devrait plus se poser. Elle peut être resoulevée si tant est-il que, par rapport aux démarches, et s'il faut encore là le souligner, parce que tout le monde en parlait, mais personne n'a fait la démarche officielle consistant à saisir les archives de Nantes par les voies légales. Ceux qui l'ont fait en passant par les tribunaux avec qualité, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à l'état civil d'un individu seulement parce que vous le criez sur les plateaux ou sur les places de meeting. Il faut une démarche légale, il faut un lien soit de famille ou un intérêt économique quelconque pour remettre en doute, je dois dire, l'état civil d'un individu. Ces gens n'avaient pas cette qualité. Donc, ils ont fait une exploitation politique, c'est de leur droit. Mais aujourd'hui, le droit a parlé. Les archives de Nantes ont prouvé qu'Ali Bongo a bel et bien un acte de naissance. Est-ce que cet acte de naissance lui permet de se présenter à l'élection présidentielle de 2016? Je crois très objectivement que oui. Bon, est-ce que vouloir à chaque fois soulever ce problème donne l'impression que
on a peur ou on ne souhaiterait pas qu'il soit candidat à l'élection présidentielle. Je crois que c'est au peuple gabonais de prendre la mesure de cette responsabilité et de sanctionner Ali Bongo Ondimba en ne lui accordant pas les suffrages qui lui permettraient de redevenir à nouveau président de la République. Alors on oublie le parjure? Non, je n'ai pas terminé. Ce que je veux dire, c'est que les éléments de droit, il ne me revient pas sur un plateau ou à M. Jonathan Toutou de penser qu'il y a un parjure. L'élément de parjure est une décision de justice. Ça ne peut pas se décréter comme ça. Vous savez, heureusement, je me réjouis de la présence d'un juriste. Il va vous répondre. Un acte de droit ne se décrète pas parce que je suis plaignant, parce que je ne peux même pas avoir qualité à l'eau qualifiée. C'est des éléments qui incombent seul au magistrat. Aujourd'hui, au Gabon, des procédures ont été initiées et je pense que... Qui n'ont jamais abouti. Qui n'ont jamais abouti parce que par moment, la forme n'était pas celle-là et il y a d'autres parce qu'on s'adressait à la mauvaise instance. Donc, on a voulu, nous sommes responsables, on a voulu, moi je le dis comme ça, amener les Gabonais dans une situation d'enfumage en mêlant et en entremêlant les pinceaux tout en sachant bien qu'on n'aurait pas gain de cause. Aujourd'hui, moi ce que j'attends, c'est que quelqu'un me fasse la démonstration qu'à Nantes, Ali Bongo n'avait pas date de naissance. Ça, ce serait une question qui permettrait de ressoulever la question de sa citoyenneté et même de son identité et de sa filiation avec Omar Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il est prouvé qu'il est le fils d'Omar Bongo Ondimba et qu'il est prouvé que cet acte a toujours été en Nantes, que pour y avoir accès, il fallait avoir une qualité, soit, je l'ai dit, par des intérêts économiques, soit par des intérêts familiaux ou par une raison d'ordre juridique qui vous permet d'aller discuter de la question de l'état civil d'un individu. Moi, je n'ai pas qualité, allez demander à ce qu'on me remette un extrait même de la copie de la naissance de M. Toutou. Il faut qu'il y ait une raison ou un droit généralement fait par les juges pour me permettre d'avoir à faire l'état civil d'un individu. Voilà, donc, je crois qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, et que tous les Gabonais devront se poser, est-ce que Ali Bongo sera candidat à l'élection de 2016 sur le plan du droit? Rien ne l'empêche. Est-ce qu'on va encore prendre en considération les éléments soulevés par Bongo, ceux qui ont été jugés? Je crois que sur le plan du droit, on ne va pas revenir sur... ça se définit comme étant l'assaut jugé en droit, donc c'est acquis comme tel. Est-ce qu'il y a une possibilité de remettre en cause sa demande ou sa candidature? Je dis, il faut qu'il y ait des éléments nouveaux. Voilà. Pour l'instant, et on va écouter justement le juriste qui va se prononcer sur la question. Ouais, merci. Mais vous avez raison sur une chose, M. Kolo. Vous avez raison de dire que dans l'environnement politique du Gabon actuel, il est important de clarifier les choses, de donner la technique des choses, parce que c'est vrai qu'avec certains propos, les gens sont embrouillés, on pense à tout et à n'importe quoi. Mais lorsque vous dites que c'est deux questions différentes, la question de la question de la succession et la question soulevée par Luc Bengonsi sont deux choses différentes, moi je dis que non. Au première année de droit, on enseigne aux étudiants qu'il y a 4 éléments d'identification de la personne. Vous avez le nom, vous avez le sexe, vous avez le domicile, et vous avez l'état civil. Or, qu'il s'agisse de la succession ou qu'il s'agisse de la candidature à l'élection présidentielle 2009, il s'agit d'identifier la personne d'Ali Bongo Ondimba. Il s'agit d'un élément d'identification, donc un élément d'existence de la personne. Et un élément important. Un élément nécessaire aussi bien pour la succession que pour... donc forcément important. Donc, quel que soit le cas dans lequel on se trouve, puisqu'il s'agit de l'identifier, ça intéresse toujours aux citoyens parce qu'il est celui qui parle au nom du Gabon. Non, du Gabon. Mais par rapport aux procédures de Libreville, moi je dis une chose, même si celles de Nantes n'aboutissent pas, il y a des procédures à Libreville qui ont été engagées et au moment opportun, je pense que la question sera posée. Avec l'acte de naissance d'Ali Bongo, aujourd'hui il est impossible qu'il soit candidat à l'élection présidentielle 2016. Pour Nantes, et là je ne partage pas l'opinion de M. Toutoum, lorsqu'il dit que la France a choisi. Déjà, ça permet aussi, c'est bien le débat, c'est pourquoi je remercie ça permet de clarifier des choses. Le procureur de la République, aussi bien à Nantes qu'au Gabon, n'est pas une autorité judiciaire indépendante. Le procureur de la République dépend du gouvernement. Il y a une circulaire en France, par exemple, qui impose au procureur de la République de signaler au ministère de la Justice lorsqu'il y a une personnalité mise en cause dans une procédure. Et vous avez la conduite à tenir par le ministère. Vous avez l'opportunité de poursuite. Ici, le procureur a fait jouer son opportunité d'ouvrir ou pas une enquête. C'est la loi et se respecter la loi que de le faire. Mais on ne met pas fin à la procédure, puisque
Le procureur dit, je vous donne un avis de classement sans suite. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'infraction, il ne dit pas qu'il n'y a pas que l'infraction est constituée. Il dit, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour ouvrir l'enquête. Il argumente de manière un peu accablante. Parce que quand le procureur dit par exemple que l'acte de naissance qui a été fourni à mademoiselle Naïda Bongo Ndimba ressort du registre qui était au centre d'état civil de Nantes depuis 1960, le procureur n'a aucun élément pour affirmer ces propos-là. Il n'a fait aucune enquête, il n'a mené aucune enquête, donc il ne peut pas savoir si cet acte de naissance-là est dans les registres depuis 1960 ou pas. À ce moment-là, je peux comprendre qu'il faut trouver un faux argument pour ne pas ouvrir une enquête, mais ce n'est pas renoncer à la justice, puisque vous avez la possibilité, là cette fois-ci, de saisir, et je pense que c'est ce qui a été indiqué, un juge d'instruction, qui lui est obligé d'ouvrir une enquête. À ce moment-là, vous saurez si l'acte de naissance qui a été fourni par Nantes relève du registre de 60 ou relève d'une reconstitution. Parce qu'en France, vous avez une loi, je pense 68-671 du 25 juillet 1968, qui établit les conditions de reconstitution des actes d'état civil de Nantes. Parce que Nantes n'a justement pas tous les registres des colonies françaises. Donc, l'article 4 vous dit que si vous voulez reconstituer votre acte, vous avez des pièces à fournir. Et tenez-vous bien, parmi les pièces à fournir, même le témoignage suffit. Lorsqu'il est un peu, reconforté. Et donc, nous, aussi bien vous que le procureur qui n'a ouvert aucune enquête, parce que de ce point de vue-là, on est au même niveau d'information, vous ne pouvez pas savoir si l'acte de naissance qui a été brandi par Nantes est un acte de naissance qui relève de la reconstitution ou est un acte de naissance qui relève du registre central, donc de l'AEF. On ne peut pas savoir. L'enquête qui sera ouverte par le juge d'instruction va donner suffisamment d'éléments pour nous permettre pour clarifier la situation de cette question-là. Voilà. Et moi, je veux dire une chose, mais ça c'est parce que nous sommes au premier rang concernés par la question. Je veux dire qu'on ne doit pas être fébrile à chaque réaction de Nantes. Vous avez une question qui a été posée à Nantes. Vous demandez l'acte de naissance. Nantes répond. Lorsque 2 ans après, 3 ans après, vous allez demander l'acte de naissance, il y a un nouvel acte de naissance qui sort, on dit « Ah, la France a fait un choix ». Moi je dis non. Lorsque vous faites une mauvaise demande, vous avez une mauvaise réponse. Vous faites une bonne demande, vous avez une bonne réponse. Et en l'espèce, si vous faites une reconstitution, on vous sort l'acte de naissance après, ce n'est pas de la violation. Et quelle serait la bonne démarche, M. Ange-Kevin Zegou? En l'espèce. En l'espèce. Vous avez, dans le cadre de Mademoiselle Bongo, elle a entrepris de saisir le juge d'instruction. Pour moi, c'est la meilleure des démarches, parce que l'avis de classement sans suite est une aubaine pour elle, puisque pour ouvrir aujourd'hui en France, pour déposer une plainte avec le conseil de partie civile, vous êtes obligé de fournir un avis de classement du procureur de la République. Donc le procureur de la République, quelque part, l'aide finalement à poursuivre son action et à ouvrir une enquête. Et à partir de ce moment-là, vous verrez, je ne pense pas que le débat sera clos. Le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, il envoie le dossier au procureur pour prendre ses réquisitions, ouverture d'information, qui va renvoyer le dossier. Le procureur peut encore à ce moment-là estimer que Nantes n'est pas compétent. La juridiction de Nantes n'est pas compétente. C'est un débat juridique qui va tenir. Et je ne pense pas qu'il tiendra très longtemps dans la mesure où il y a des éléments de compétence qui existent aujourd'hui et le juge d'instruction ouvrira son information. Nous aurons plus d'informations sur la question. Voilà. On peut évidemment demander à nos techniciens de pouvoir effectivement ressortir la une du journal Écho du Nord de la semaine, évidemment, qui sortait ce titre. Un titre qui n'a pas forcément été interprété par l'ensemble des Gabonais comme cela se devait. Nous avons la chance d'avoir ici sur ce plateau un juriste pour beaucoup plus d'explications et pour mieux nous édifier sur effectivement les décisions prises par le parquet de Nantes. Alors justement, que faut-il comprendre lorsque finalement les uns et les autres, sans doute par méconnaissance justement de ces procédures, affirment que le débat est clos, surtout au niveau du Gabon? Est-ce que c'est juste aujourd'hui de penser que le débat peut être clos aussi facilement? Messieurs, je m'adresse à vous trois. Bon, je remercie sincèrement notre jeune frère, M. Nzigou, qui est juriste, qui vient de nous apporter là certains éclairages importants. Mais très vite... Qui vous rassure quand même?
Je ne pense pas d'être... je ne raisonne pas en termes d'être rassuré. D'accord. Mais j'ai envie de dire que... J'ai envie de corriger quelque chose. Moi, je n'ai pas dit que la France a choisi. J'ai dit tout simplement qu'il faut avoir deux lectures à ce niveau. Une lecture géopolitique concernant la France-Afrique et une lecture juridique. Je dois avouer ma faiblesse sur la lecture juridique et qui doit reposer sur le juriste qu'il est, et ce qui a d'ailleurs été assez bien fait puisqu'on est éclairé. Mais en même temps, je suis ici en tant que géopolitologue et je dis, au regard des intérêts, au regard des derniers développements au niveau de la France, on a l'impression que la France-Afrique tire profit de la situation, notamment de la situation créée par le procureur de Nantes. Et il fait bien de dire que au niveau de la France, le procureur n'est pas une entité indépendante du gouvernement français. Ce qui prouve que les positions que le procureur peut avoir dépendent parfois aussi des éléments qui lui auront été indiqués par le gouvernement français via le ministère français de la Justice et le ministère des Affaires étrangères. Donc c'est à ce niveau, et lorsqu'on connaît les positions par exemple de Mme Le Gall, lorsqu'on connaît les positions de Laurent Fabius, ancien ministre des Affaires étrangères, vis-à-vis de la situation du Gabon, on a donc l'impression qu'à ce niveau, sur le plan strictement géopolitique, c'est la France-Afrique qui tire profit de cette situation. Voilà à peu près l'explication que je donne. Mais maintenant, poser la question de savoir si, excusez-moi, si justement l'interprétation qui a été faite autour, est-ce qu'ils ont des raisons de penser qu'effectivement, comme vous venez de le dire, Nantes aurait là donné la possibilité à tout un chacun de clore le débat? Non, mais je pense que M. Nzigou venait de nous le dire, que le débat n'est pas clos à partir du moment où il y a la possibilité de saisir un juge d'instruction. Mais que sur le plan politique et connaissant la faiblesse des institutions au niveau national, puisque vous savez que les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui les dirigent. Et je ne vois pas très bien quelle est l'institution aujourd'hui au Gabon qui va débouter la candidature d'Ali Bongo. On peut avoir tous les supports juridiques à soi, on peut avoir, toutes les raisons qui ne concourent pas à ce que Ali Bongo se soumettent à l'expression des suffrages des Gabonais, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, puisque Mme Boranso, lorsqu'il a consulté les forces vives de la nation, avait déjà affirmé que le rôle de la Cour constitutionnelle n'est pas de juger, d'apprécier la validité de l'acte d'un candidat. Mais en même temps aussi, la Sénat a eu à se prononcer par le canal de son président sur les antennes de Radio France Internationale en disant que tous les dossiers feront l'objet d'un examen par l'ensemble de la Cour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, est-ce qu'on ne tient plus compte du droit, mais que c'est un examen par l'ensemble des membres de la Cour, non, la Sénat, qui va prévaloir. Or, ici, il faut quand même tenir compte de la hiérarchie des normes et que notre jeune compatriote juriste ici peut nous en parler. La Sénat n'agit pas en fonction du consensus qui serait créé autour de ses membres. La Sénat agit en fonction des éléments de droit. Et donc, Monsieur le Président de la Sénat ne peut pas dire que tous les dossiers seront examinés, pas seulement par moi seul, mais par l'ensemble des membres. Ça veut dire qu'il veut dégager sa responsabilité en disant si la candidature de tel ou tel passait ou ne passait pas, c'est une décision consensuelle. Or, ici, ce n'est pas le consensus qui doit prévaloir. Ce qui doit prévaloir, c'est la loi. Et la Sénat doit s'asseoir sur la loi à un support qui est un support juridique et qui juge la validité des pièces fournies par chaque candidat. Et qu'est-ce qui vous dit que la Sénat ne va pas s'asseoir sur la loi? On le laisse terminer. Non, justement, nous ne voulons pas et nous ne souhaitons pas que la Sénat s'asseye sur la loi. Il faut que la Sénat fasse prévaloir la loi, que la Sénat tienne compte des avis juridiques, pas des avis consensuels, pour parler de cette question. Mais maintenant, moi, je pense que, et pour terminer par là, je pense que moi, le débat à ce niveau, politiquement, moi, je dis, pour moi, si le président de la République savait qu'il lui était tout à fait impossible de se présenter, je pense qu'il aurait eu d'autres démarches. Donc, ce qui m'intéresse pour l'instant, moi, c'est sa candidature qui a été déclarée. Voilà, on va y revenir. Le temps, je voulais justement que le temps qu'il complète, le temps qu'il complète. Vous compléterez sur le débat. Parce qu'il y a un instant, vous savez, nous spéculons quand on fait de la politique. On utilise un argumentaire qui sied pour, je dois dire,
couvrir l'autre de porte, etc. Mais ce n'est pas ça le droit. Le droit, il y a des paramètres. Lorsque ces paramètres ne sont pas remplis, vous ne pouvez pas être satisfait, même lorsque vous avez le sentiment que vous auriez pu obtenir raison. Je crois qu'il faut véritablement se défier de ce type d'attitude, parce qu'on s'enfonce dans des explications oiseuses, mais ce n'est pas cela le droit. Lorsque M. Njougou a parlé, j'étais parfaitement d'accord sur un certain nombre d'aspects de ce qu'il nous a présenté, il a dit qu'il faut qu'il y ait des éléments de droit pour qu'une candidature soit annulée. Or, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la CENAP, lorsque nous parlons de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que la loi gabonaise dit pour invalider une candidature? Est-ce que la CENAP a compétence pour invalider une candidature? Parce que là aussi, ça va être une façon de jeter le propre. Vous pouvez donner la réponse à cette question? Un certain nombre de personnes. Est-ce que la Cour Oui, constitutionnelle... il y a eu effectivement des candidatures, oui. Jonathan, laissez-le terminer. Donc, est-ce que la Cour constitutionnelle peut invalider une candidature? Quelles sont les procédures qu'il faut pour qu'elle puisse apprécier et se prononcer en conséquence? Ensuite, je crois qu'il faut se garder un tout petit peu, M. Jonathan. Il n'est pas intéressant, lorsqu'on n'a pas des éléments de droit qui l'attestent, le droit se voulant être compris comme étant une preuve scientifique, de dire que M. Fabius serait sensible à ceci et on pourrait faire cela. Ce n'est pas bien, parce que nous ne sortirons jamais de ce type de choses. Une explication juridique, je vous dis, Jonathan, sur le plan de la Jonathan, France et de la il serait bon. Non, laissez-le poursuivre, vous allez réagir. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Mon raisonnement n'est pas sur le plan juridique, sur le plan politique. Vous allez réagir. Allez-y. Monsieur Fabius est président du Conseil constitutionnel français. Ça veut dire que sur la probité, cet homme a de quoi faire valoir. Et s'il occupe une telle fonction, c'est qu'il a de par lui des états de service qui lui permettent d'être à ce poste. Et je voudrais conclure. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, autant nous sommes soucieux de faire en sorte que notre point de vue puisse être compris, autant nous devons respecter les formes. Il ne faut pas souvent sortir des formes pour dire et se faire bien comprendre, mais sans que cela ne soit juste. Il faut être juste. Et je crois qu'aujourd'hui, quels sont les éléments qui peuvent permettre à la Cour constitutionnelle ou à la CENAP d'invalider une candidature? Sur la question. Oui, sur la question, mais je me permets d'abord de rebondir sur le consensus pour dire que c'est là où on met le point sur une gravité que nous avons dans notre pays. On ne peut pas être dans un état de droit, à être en face d'une administration qui traite les citoyens de manière égale, et pour régler une question de régularité, on fait appel au consensus. Parce que quelle est la norme de régulation par rapport au consensus? Comment vous pouvez savoir si on est à l'écart de la règle ou en respect de la règle, si on parle de consensus? Et la CENAP, lorsqu'elle reçoit les procédures, les demandes de candidature, elle les examine. La preuve, elle vérifie si les pièces sont conformes à la loi. Donc ça ne doit pas être conforme à leur entente, parce qu'on sait comment ça se passe ici, tellement d'argent qui circule, tellement d'escroqueries dans les circuits, qui feront que, si on veut acheter la voix de chaque membre de la CENAP, on laisse la loi de côté et on parle de consensus, et tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, on vérifie par rapport à la loi si les pièces fournies sont des pièces régulières. Si elles ne sont pas régulières, la CENAP rejette. Et il y a une voie de recours qui est exercée. Et là, on met le point sur une question fondamentale. La Cour constitutionnelle ne peut pas être, pour l'instant elle l'est, légalement. La Cour constitutionnelle est l'autorité qui examine le recours formulé lors d'une remise en cause d'une candidature acceptée ou refusée par la CENAP. Mais la Cour constitutionnelle, qui a, de par la Constitution, la mission de contrôler la régularité des opérations électorales, ne peut pas être ce juge-là qui va vérifier si, parce que déjà c'est sur le plan administratif, en réalité on met ça entre les mains de la Cour constitutionnelle parce que c'est plus facile à gérer, c'est 9 personnes, c'est 9 magistrats, à la limite ça peut être le président, la présidente elle-même. C'est une question administrative qui devait relever soit du Conseil d'État, soit du tribunal administratif, pour vérifier si, de manière régulière, la loi a été respectée dans la constitution du dossier. Donc aujourd'hui, oui, par rapport aux textes qui sont donnés, oui, la CENAP a le pouvoir, parce que c'est la loi qui le lui permet, de vérifier la régularité des dossiers qui lui sont donnés. Si le dossier n'est pas régulier, a fortiori si le dossier est constitué d'un faux, vous savez, en droit pénal, on dit la fraude corrompt tout. Si c'est un faux, elle ne peut pas valider ce dossier. Donc, elle ne valide pas si c'est un faux.
Si la personne qui dépose le dossier conteste, il saisit la Cour constitutionnelle qui va à son tour examiner. À nouveau D'où la question du la question du consensus qui pose problème, parce que si vous avez examiné selon le consensus et vous avez décidé de retenir un dossier, la Cour, elle ne juge pas selon le consensus. Donc ça pose un problème. En l'espèce, moi il me semble que la Cour, la Sénat aura des éléments de droit qui lui permettra, déjà elle a le corpus légal, donc elle peut savoir sur quoi s'appuyer pour accepter ou refuser une candidature. Elle va examiner et rendra sa décision. Il s'agira à ce moment-là de réagir. Mais avant même qu'on en arrive là, aujourd'hui, moi je le dis très simplement parce que j'ai suivi tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, 2 mars 2016, il est impossible qu'Ali Bongo ait un dossier régulier pour l'élection présidentielle. Voilà. Monsieur Ange Kevinzigou, juriste sur ce plateau, pour nous apporter plus d'informations sur la question. On va évoluer et nous abordons le deuxième thème, le deuxième point, justement, parce qu'il nous reste une quinzaine de minutes à peu près, et nous n'allons pas hacher le débat, rassurez-vous. Aujourd'hui, malgré cette situation, il y a qu'effectivement, quelques jours sont passés, Ali Bongo Ondimba, le chef de l'exécutif, comme nous l'aimons si bien l'appeler, parce que c'est le cas, a fait sa déclaration de candidature dans la ville de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, et le plus étonnant, sur un chantier, alors même qu'il allait lancer les travaux du pont sur Ozouri. L'instant était-il solennel? Le temps était-il à la question? Messieurs, vous allez d'abord nous apporter des réponses à ces questions. Monsieur Passan Koulou. Je voudrais juste... Non, allez-y. Sur cette question-là, donner un avis, mais je ne veux pas avoir un avis politique aujourd'hui. D'accord. Juridique. Nous préférons vos avis de juristes. Ça veut dire que mes avis politiques sont mauvais. Mais pour lui, pour moi, j'ai été choqué de savoir que M. Bongo, président de la République, aille utiliser les moyens de l'État, parce que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, vous êtes président de la République, vous avez une mission républicaine, vous n'avez pas une mission partisane. Lorsque vous êtes dans votre veste de président de la République, vous vous en tenez à vos missions présidentielles. Alors, le président de la République va sur un chantier à Port-Gentil, dans le cadre de ses missions, quand elles existent, présidentielles, et il fait un discours, ce n'est pas au détour d'une question d'un journaliste, il fait un discours dans lequel il parle de lui partisan. Donc, il utilise les moyens de l'État pour ses besoins personnels. Ça, vous savez que le président Sarkozy a été aujourd'hui poursuivi pour un élément similaire. Hein. Il a fait un discours à Grenoble. On a estimé que, discours pas partisan, mais on a estimé que dans le discours, il y avait des éléments qui relevaient de l'UMP et que ce discours-là ne pouvait pas être considéré comme étant un discours du président de la République. Et donc les moyens dépensés pour ce discours-là ont été reversés dans sa cagnotte personnelle et ce qui a fait déborder son compte de campagne. Donc vous voyez, nous sommes dans un pays où le président de la République vous-même, qui vous parle d'égalité de chance, matin, midi et soir, vous montre qu'il n'est pas au même niveau qu'un autre candidat. Il y a des candidats déclarés. Est-ce que le fait que vous ayez les chaînes publiques mobilisées, vous avez l'avion présidentiel, l'armée et la garde républicaine, l'argent du contribuable, pour faire une annonce qui vous concerne vous-même, c'est la preuve la plus parfaite que nous ne sommes pas dans un état de droit. En tout cas, nous sommes dans un état où le président fout le pied la loi et la Constitution. Alors, je reprends la question. L'instant pour vous n'était pas solennel et le temps n'était pas... la question... en fait, le temps n'était pas à la question. Parlons de solennité. Oui, le temps n'était pas à la question, c'est certain. Parlons de solennité. Pour moi, je n'ai jamais vu une déclaration de candidature aussi morne, aussi terne, aussi morte que celle qui a été donnée, que celle qui a été donnée à Port-Gentil ces derniers jours. Voilà, Monsieur Jonathan Toutoumgoum. L'instant était-il solennel? Le temps était-il à la question? Bon, je pense que Ali Bongo a choisi la forme qui lui paraissait crédible, c'est-à-dire aller dans une visite de chantier, visite républicaine, et puis profiter de cette visite pour annoncer sa candidature au mépris un tout petit peu de ceux qui l'ont accompagné depuis 7 ans. Parce que je pense, j'ai un raisonnement politique qui est peut-être un peu décalé du raisonnement juridique. Je pense que politiquement, ça peut paraître comme un mépris
mépris vis-à-vis de son parti, parce que je doute fort bien que plusieurs personnalités du PDG avaient l'information, mépris vis-à-vis des partis membres de la majorité pour l'émergence. Pascal Koulou va nous dire s'il avait l'information. Informé, et puis il n'aura jamais le courage de le dire. Il dit une chose dehors, il dit ce ne sont pas des attaques. Ce ne sont pas des attaques. Donc, et moi je dis, lui, il a pris la forme. Mais ce qui m'étonne, c'est que les Gabonais sont surpris de la candidature d'Ali Bongo. Comment est-ce que les Gabonais ont pu croire qu'Ali Bongo ne se présenterait pas à l'élection? Enfin, on accède au pouvoir pour le garder aussi longtemps que possible. Et que Ali Bongo, qui a accédé au pouvoir, veuille le garder. Dire aujourd'hui, parce qu'on a eu des coups de fil, mais voilà, le président s'est encore présenté. Mais qui a dit aux Gabonais que le président n'allait pas se présenter? Une chose est donc de se présenter, et une chose est de faire valider sa candidature. Le président s'est présenté, et même s'il met un peu d'eau au mur, ceux du PDG, parce que, parlant de la forme, j'ai souvenance de ce qui s'est passé en 2005, ou 2006, je ne sais plus trop quoi, en fin 2005, lorsque le président Yadema, paix à son âme, décède au Togo. Alors, alors que le président de l'Assemblée nationale, qui était le successeur des gars, se trouvait en mission au Bénin, on a réuni le comité central du parti de Yadema, nuitamment, on a réuni l'Assemblée nationale un dimanche pour révoquer le président de l'Assemblée en exercice qui était en mission au Bénin, pour faire élire M. Fornasimbe et Yadema comme président de l'Assemblée, donc successeur éventuel, tout cela taillé par un juriste venu de l'Occident. Est-ce qu'il y avait genre... Et lorsque vous prenez la forme prise par M. Ali Bongo, il va dans une visite républicaine visiter les chantiers, annonce sa candidature, de retour à Libreville, notamment convocation du bureau politique, convocation du comité permanent. Il y avait quelle urgence à faire ça? Comme si le président de la République voulait peut-être déjouer un piège au niveau de son propre parti, au niveau de sa majorité. Y avait-il un piège? On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Moi, je ne suis pas étonné de la candidature d'Ali Bongo. Le Bénin en tant que président en exercice, c'est normal qu'il présente sa candidature. Mais maintenant, il faut maintenant s'interroger sur les réactions et les membres de la majorité, donc Pascal Koulou ici présent, et les membres de son parti. Mais je dois noter que j'ai rarement vu le président de l'Assemblée nationale, Guy Bandama. Et lorsque j'ai suivi le discours de la rentrée parlementaire du président de l'Assemblée nationale, ce discours n'avait rien d'une rentrée parlementaire. On y reviendra sans doute au cours. C'est ça l'analyse de ce discours. On y reviendra sur l'état actuel au niveau du PDG. On y reviendra en d'autres occasions. L'OTAN, avant de donner la parole à Pascal Koulou, juste rappeler que le problème posé ici par Jonathan Toutoum-Gomme se pose évidemment, et beaucoup d'observateurs de la vie politique se sont sans doute rendus compte de cette situation. C'est bien là le Parti démocratique gabonais qui est mis dos au mur, alors même qu'on avait justement ce qu'on peut appeler, entre griffes, une fronde au sein même de cette formation politique, avec la sortie du mouvement Héritage et Modernité, qui effectivement a dressé un réquisitoire, on s'en souvient, depuis le mois de juillet dernier, pour effectivement poser le problème qui était le leur. Monsieur Pascal Koulou, l'instant était-il solennel? L'OTAN était-il à la question? On se rappelle quand même que certains membres du Parti démocratique gabonais éminents qui, évidemment, ont relevé, tout comme le chef de l'exécutif lui-même, que le PDG n'avait pas de problème et que finalement, tout ce qui s'agite, ce n'est que par pur fantasme. Ouais, il faut souligner un certain nombre de faits. Je pense qu'il y a des constats qui ont été faits sur ce plateau. Il est vrai qu'une déclaration de candidature, on souhaiterait qu'elle revête une certaine forme. Mais rien ne précise ou rien n'impose à un homme qui se veut être candidat à l'élection présidentielle de s'habituer aux formes classiques. Il a fait, aujourd'hui, je crois, qu'il revient. Je ne dis pas qu'il innove, je dis qu'il a choisi un format. Ce format semble, à ce qu'il semble, correspond à l'image qu'il faut donner de lui comme candidat à l'élection présidentielle. C'est peut-être pas l'image du chef de l'État qui se justifie ou qui répond à une situation précise, c'est l'image qu'il donne de lui, parce que sur le pupitre, là où il fait sa déclaration, il y avait écrit « Changeons ensemble ». Est-ce que c'est son nouveau slogan? Est-ce que bon, autant de questions. Vous devez quand même le savoir. Maintenant, en ce qui concerne la majorité, nous notons simplement qu'Ali Bongo vient de se porter candidat à l'élection présidentielle. Nous souhaitons, au sein de la majorité, qu'un débat s'ouvre. Parce qu'il est question de renégocier les alliances des uns des autres. En tout cas, en ce qui concerne le bloc démocratique populaire que je préside,
il n'est pas question que nous nous engagions sur un aspect moral. Participer à la gestion, sous quelque forme ce soit, suppose assumer des responsabilités communes. Or, nous venons de passer ces temps où, au niveau de la majorité, les choses ont fonctionné d'une façon ou d'une autre. Il est important aujourd'hui qu'en dehors du PDG, que ce débat-là se fasse. Et je crois qu'il faut s'en tenir à ce type de constat pour redonner de la valeur de part et d'autre à cette élection présidentielle. Parce que nous considérons, vous me posez la question, je le dis, au niveau du bloc démocratique populaire, que ce qui constitue aujourd'hui les préoccupations fondamentales de nos compatriotes doivent constituer ou doivent être pris en compte dans les différents cahiers de charges en termes de programme que les présidents ou les candidats à l'élection présidentielle devront assumer. Donc, tant que ces contrats sociaux ou moraux avec les acteurs de la société civile n'auront pas été pris en compte, tant qu'il n'y aura pas une discussion au sein de la majorité, nous, au niveau du bloc démocratique populaire, nous pensons que la démarche Ali Bongo est pour l'instant une démarche qui n'engage que lui. Voilà. D'autant plus qu'il a volontairement, et ça c'est quelque chose que nous notons, nous pouvons le dire, ce n'est pas une façon de remettre en cause sa démarche, il a volontairement rompu à un niveau, à un instant T, à un niveau précis qu'il a choisi, le contrat qui nous lui a lu, parce que nous étions engagés pour assumer les actes qu'il a posés de 2009 jusqu'à sa déclaration de candidature. Aujourd'hui, il est parfaitement, et je crois de bonne loi, que tous les autres partis politiques de la majorité s'attendent à renégocier un contrat avec Ali Bongo Ondimba. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous en sommes à cela. Nous mènerons une réflexion indépendante s'il n'y a pas d'accord qui nous satisfasse, ou alors si nous constatons que les projets qu'il entrevoit ne correspondent pas à ceux que nous avons en harmonie avec la demande sociale qui est de plus en plus forte. Je crois que voilà les vrais débats et les vraies questions qui devaient nous préoccuper. Et je renvoie la balle à ceux qui sont dans l'opposition, que la même démarche a été pourtant faite. Il n'y a personne de l'opposition ici. Nous sommes sur un plateau, il s'agit de nous adresser un public, c'est des idées que nous émettons. Je note simplement que la même démarche a été faite en ce qui concerne M. Ping, et nous ignorons les détails de sa candidature par rapport à l'aéropage, au groupe, aux individus. Le groupe Ping vous écoute, hein, ils vont vous répondre. C'est exactement le même constat. En ce qui concerne le bloc démocratique populaire, nous allons mener une réflexion indépendante pour ces élections présidentielles. Nous avons 5 mois pour nous décider. D'accord. On verra bien. Voilà. Vous avez 5 mois pour vous décider. Hein. Attention surtout à ne pas tomber dans les fantasmes, comme lui-même il a si bien dit. Hein. Le Parti démocratique gabonais se porte bien. Les agitateurs ne le font que par pur fantasme. Je reprends là les propos du chef de l'exécutif qui s'adressait effectivement à un journaliste et qui lui posait la question sur la santé de sa formation politique lorsqu'on sait qu'au sein de cette formation politique, Monsieur Jonathan Tutumungomo, au sein de cette formation politique, il y a une fronde qui s'est faite jour, notamment héritage et modernité qui ne demandait rien d'autre que la démocratisation du débat au sein de la formation politique. Alors, cela veut-il dire qu'aujourd'hui, la démarche entreprise par le numéro 1 de cette formation politique et le numéro 1 du pays est une démarche qui se veut quelque peu autoritaire? Bon, mais je pense qu'au regard de l'accélération des choses depuis l'annonce de la candidature du président Ali Bongo, il faut donc sans doute comprendre que cette démarche a semblé un peu cavalière, parce qu'on est issu d'une formation politique, et même lorsque vous regardez la réponse de M. Boukoubi, cette réponse n'est pas très loin de l'expression commune au Gabon, on va encore faire comment? Il a dit, le parti a fait cela, et du coup c'est le parti qui est mis dos au mur. Ça veut dire que le congrès de clarification que Héritage et Modernité a demandé ne sera plus organisé sous cette forme-là, puisque le seul congrès qui va aujourd'hui, c'est le congrès qui viendra entériner la candidature, ou adouber la candidature d'Ali Bongo Ondimba, et donc précédé par des congrès provinciaux. Maintenant se pose une autre question qui dépasse le cadre du PDG. Le président Ali Bongo a souhaité un débat, ou bien a demandé un débat, un dialogue national sans tabou. Maintenant, aujourd'hui que tout ce qui était concerné, les acteurs étaient en train de se préparer pour ce débat, mais le président déclare sa candidature. Mais quelle est la considération qu'on a de M. Ali Bongo aujourd'hui? Est-ce que tous les actes que M. Ali Bongo va poser à partir du moment où il a déclaré une candidature, ce sont des actes d'un chef de l'État ou ce sont des actes d'un président? Dès lors que sa candidature est déclarée. Dès lors que sa candidature est déclarée, il sera difficile
d'apprécier les actes posés par M. Ali Bongo. Est-ce que ce sont les actes d'un chef d'État? Est-ce que ce sont les actes d'un candidat à l'élection présidentielle? Ça va poser problème. Qu'est-ce qui est devenu le dialogue? Il faut que M. Ali Bongo se prononce là-dessus et le Conseil national de la démocratie. Est-ce que ce dialogue est encore d'actualité? Est-ce que la candidature, enfin l'annonce de la candidature d'Ali Bongo en tant que président en exercice était opportune, cette annonce-là? Lorsqu'on sait l'état actuel du pays, endettement du pays, plus de 3 300 milliards de dettes, 3 300 milliards de dettes. Voilà. L'éducation 40% nationale, du PIB. Hein. voilà, l'éducation Faut bien nationale dire, en grève. Les hôpitaux du pays sont fermés depuis presque un mois. Il y a un certain nombre de malaises dans chaque pan de l'activité au niveau du Gabon. Je pense que le président aurait pu attendre. Rien ne pressait à ce qu'il déclara sa candidature, puisqu'il est président en exercice. Qu'est-ce qui passe au premier lot du chef de l'État? Est-ce que le pouvoir pour le pouvoir, et pourtant il a? Est-ce que c'est la préoccupation ou est-ce que ce sont les préoccupations des Gabonais qui doivent être le cheval de bataille du chef de l'État jusqu'à la fin du présent mandat? Je pense que 5 mois c'est long, comme Pascal nous l'a dit, il faut savoir résister à l'épreuve du temps et chaque jour. Et je pense que les actes que le président poseront seront des actes mal appréciés, soit des actes d'un candidat et soit des actes d'un président. Mais là-dessus, et notre jeune compatriote, le juriste, M. Nzibou, l'a dit tout à l'heure, il faut que M. Ali Bongo sache faire maintenant la part des choses entre les moyens de l'État qu'il utilise en tant que chef d'État en exercice. Vous y croyez, vous? Je n'y crois pas, puisque le même problème s'est posé en 2009 et j'avais été parmi les gens qui demandaient à M. Ali Bongo de démissionner, de démissionner parce de son poste de ministre. Il y avait là une violation de l'éthique politique. Lorsqu'il était ministre de la Défense, avec M. Maganon Moussavou qui était ministre de l'enseignement professionnel. Et la société civile demandait la démission de ces acteurs. Et donc aujourd'hui, ça va être un flou total. Et lorsque M. Ali Bongo voudrait organiser une manifestation en tant que chef de l'État, mais un autre candidat déclaré pourrait exiger la même manifestation qui prendrait les allures d'un meeting politique de pré-campagne électorale. Et donc, je pense que bon, même si la candidature d'Ali Bongo ne me surprend pas, c'est normal, c'est un président en exercice, il a la volonté de se soumettre à nouveau au verdict des suffrages de ses compatriotes, même s'il y a quelques écueils juridiques qui peuvent entraver cette candidature. Voilà. Bref, moi je dis, ça a été très tôt, et surtout la manière avec laquelle cela a été fait. Cette forme lui convient, mais ne convient peut-être pas aux membres de son parti, aux membres de la majorité, qui ne tarderont pas à réagir. Nous le saurons, voilà. Nous le saurons, même si bon nombre de caciques, hein, comme on peut les appeler, hein, les anciens, c'est pas péjoratif ce que je suis en train de dire, les anciens, quelques anciens, ont trouvé juste la démarche du chef d'exécutif. Nous avons épuisé le temps imparti pour ce plateau, mais quelques petites minutes me fait-on savoir du côté de la technique pour donner la possibilité à M. Ange-Kevin Nzibou de se prononcer très rapidement sur la question avant le mot de la fin. Oui. En résumé, je voudrais déjà vous remercier de l'invitation et dire que... Ce ne sera pas la dernière. Et merci. Et dire que Ali Bongo déclare sa candidature. Cette déclaration de candidature est pour moi le résumé de son mandat. Irresponsabilité et échec. Irresponsabilité parce qu'il n'appartient pas au chef de l'État d'être partisan. Échec parce que, après tous les phénomènes socio-économiques que nous avons dans notre pays, la préoccupation du chef de l'État n'est pas de se présenter à l'élection présidentielle. Pascal Nkoulou, oui, très rapidement. Je dois dire que, écoutez, c'est un acte qu'il a posé. Il va de soi que maintenant on va observer de très près l'attitude qui va être celle du président de la République. Ce d'autant plus que, bon, par moment, nous aussi, nous avançons un peu vite. Il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Normalement, le chef d'État continue d'exercer les missions que lui confère la Constitution, notamment conduire la vie de la nation. Saura-t-il faire la part des choses? Saura-t-il faire la part des choses? Je crois que les uns les autres mesurent tout de même le temps qui nous sépare de la date constitutionnelle qui est arrêtée, celle du mois du 31 août 2016. Donc, août-septembre, nous avons encore à peu près 5 mois. Et je crois qu'il est hasardeux, même pour un chef d'État, de vouloir se lancer dans une campagne qui durera 5 mois. Il a simplement voulu, il en a les moyens, au sein de son parti, peut-être relancer la question ou les questions qui se posaient en disant aux autres, je suis candidat, en disant à la nation qu'il était candidat. Et peut-être inviter les responsables ou les responsables politiques de son parti et tous ceux qui concourent à l'exercice
du pouvoir avec lui, a d'autres réflexions par rapport au mandat qui va commencer cette année. Je pense que ce n'est pas une façon tant de se mettre en marge de ses responsabilités, ni de vouloir à tout prix embraser le Gabon par une atmosphère de campagne électorale qui va durer, qui va durer. C'est simplement sur les uns les autres, sur à la fois le bilan, mais également la perspective politique qui est la sienne. Voilà. Maintenant, le reste, au niveau de la majorité, c'est là où j'invite. Vous apprécierez. Les responsables politiques de la majorité seront appréciés à la fois l'inventaire du bilan qui va être fait, qui les engage, mais également la nouvelle offre politique que le chef d'État fera aux responsables politiques qui le soutiennent, mais aussi à la population gabonaise pour se prononcer en temps opportun. Pour l'instant, il n'y a pas payé à la demeure, comme on dit, les responsables politiques de voilà. de l'autre. On va conclure justement, Jonathan, vous avez 1 minute et demie, très rapidement. Oui, le signal commence à arriver de l'autre côté. Non, je ferai même moins qu'1 minute et demie. J'ai envie de dire à Pascal que si le pays a eu du mal à fonctionner, si le pays a eu du mal à fonctionner pendant 7 ans, ce n'est pas lorsque le chef de l'État vient d'annoncer sa candidature que ce pays va encore fonctionner. Vous verrez que nous serons à l'ère de la pré-campagne ou de la campagne électorale parce que la base militante du PDG, nous sommes à 30 secondes. La base militante du PDG est d'abord la base de l'administration au Gabon. Et que vous verrez que même si le chef de l'État, en fonction des prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes, lui, il veut conduire la nation jusqu'au terme de son mandat, mais pour plaire au président de la République, pour plaire à son parti, tous les cadres de l'administration qui sont des membres de facto du PDG vont fonctionner comme si on était déjà en campagne, quitte pour chacun d'eux de conserver leur saponté. Donc, du coup, je pense que l'annonce très prématurée de la candidature du chef de l'État va mettre l'administration à mal et on sera dans une administration qui fonctionnerait comme étant un parti politique en plein pré-campagne électorale. Et c'est sans doute l'émotion de soutien à la candidature du chef de l'exécutif, président du Parti démocratique gabonais, le Raïs, qui vont intervenir. Nous gageons justement, et comme le dit si bien le docteur Jonathan Toutoum-Gomme, cela mettra sans doute à mal le fonctionnement de l'administration gabonaise, si ce n'est pas déjà le cas. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Juste vous rappeler que nous avions sur ce plateau le juriste Ange-Kevin Zigou, qui vient ici pour la première fois, c'est pas la dernière, précisons-le, le docteur Jonathan Toutoum-Gomme, géopolitologue, enseignant et membre, par ailleurs, de la société civile gabonaise, et Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, et aussi membre de l'émergence, de la majorité pour l'émergence. Nous nous retrouvons sans doute très bientôt. Les débats, on note sans doute qu'on est quelque part déjà en campagne, en pré-campagne électorale, et c'est sans doute pour bientôt les motions de soutien à la candidature du Raïs, du chef de l'État, du président du Parti démocratique gabonais, pour évidemment les beaux yeux de bien des militants de cette formation politique qui sans doute doivent être satisfaits du bilan des 7 ans pour son premier mandat. Merci de nous avoir suivis. On y reviendra. À très bientôt.